Merci Jean-Yves. Donc, pour tenter de faire court aussi, peut-être de l'UICN, une volonté de mobiliser la France comme appui politique à dimension géographique, à dimension diplomatique, qui ensuite, historiquement, donc, se traduit par quelque chose de plus technique, de plus complet, d'engagement très pratique sur des projets. De ces deux visions a émergé effectivement deux accords cadres, et donc nous allons vous présenter notamment le dernier accord cadre. Donc Arnaud Collin, qui est assistant technique auprès de la directrice générale de l'accord cadre, ici présent, et moi-même allons vous faire donc une petite présentation rapide en 3 temps de cet accord cadre, les principes généraux, une partie peut-être la plus essentielle sur des exemples de résultats à travers 5 projets, et puis une ou deux leçons importantes à tirer de cet accord cadre. Donc en quelques slides, je vais vous présenter un petit peu la partie générale de cet accord cadre. On a vu à travers ce regard croisé l'ambition politique, c'est de partager, de compléter nos actions, nos idées pour une réponse renforcée à la crise de la biodiversité et de la biodiversité globale. Promouvoir des synergies entre nos visions, entre nos approches, entre les ressources respectives de la France et de l'UICN, autour d'un partenariat global entre un gouvernement national et une organisation internationale en faveur de la biodiversité mondiale. Donc l'idée d'une alliance agissante d'acteurs. Je ne vous refais pas l'historique, on vous l'a déjà présenté, simplement pour vous dire donc que effectivement cette année 2012 est cruciale puisque c'est la conclusion du deuxième accord cadre, finalement plus de 7 années de coopération active, engageante, technique et financière. Cet accord cadre, il représente un cadre partenarial assez particulier quand on le compare aux autres pays qui sont activement engagés auprès de l'UICN, dans la mesure où du côté français, ce n'est pas une seule institution qui tiendrait les rênes et qui piloterait ce genre d'accord, mais c'est finalement 4 institutions françaises qui ont des responsabilités, des compétences, des modalités différentes et complémentaires, qui se sont associées pour travailler ensemble dans l'accord cadre. Le ministère des Affaires étrangères européennes, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'outre-mer, et l'Agence française de développement. Donc, comme le rappelait Jacques Trouvillier du ministère de l'écologie, effectivement, une plateforme pour ces acteurs, pour parler très pratiquement de biodiversité à l'international, et qui s'associe donc en face, c'est comme ça que les acteurs français le voient, au plus grand réseau au monde d'acteurs et d'experts de la conservation de la biodiversité, dans lequel on note effectivement une part quand même importante d'acteurs francophones, aussi bien parmi les 11 000 experts engagés bénévolement, volontairement dans les commissions, mais également parmi les membres, vous avez non pas 46 mais 52 membres. Voilà. L'accord cadre, c'est d'abord et avant tout un instrument de mise en œuvre des politiques françaises de coopération en matière d'environnement et de biodiversité, qui permet donc effectivement de mettre en œuvre à l'échelle planétaire un certain nombre d'ambitions de la France sur la biodiversité. Donc effectivement, l'accord cadre, il se nourrit du volet international de la stratégie nationale pour la biodiversité. Sa première version avait déjà effectivement permis de structurer un petit peu ce qu'on avait mis dans l'accord cadre, notamment sa focalisation sur les forêts du bassin du Congo, les aires protégées d'une façon générale, mais notamment en Afrique subsaharienne, les questions de gouvernance de la biodiversité, la protection des écosystèmes marins,
D'une façon peut-être plus politique encore, je pense que l'accord cadre a été un moyen, un porte-voix, un amplificateur, aussi bien pour l'UICN que pour la France, hein, d'un certain nombre d'axes de notre diplomatie verte, entre guillemets, hein, notamment effectivement porter l'IPBES activement depuis 2005 pour arriver finalement en 2012 à la décision de sa création et à l'installation de son secrétariat. Voilà, tous les sujets de gouvernance mondiale pour l'environnement, je pense qu'il y a un dialogue effectivement efficace au plus haut niveau sur ces sujets. La préparation de Nagoya, je pense qu'il y a eu une alliance aussi sur un certain nombre de sujets entre le gouvernement français à l'époque et l'UICN. Les indicateurs de développement durable dans la préparation de Rio + 20, je pense qu'il y a eu aussi un dialogue à ce niveau-là. Et vous voyez tout dernièrement, la France est arrivée à Jeju avec l'idée d'une motion un petit peu d'urgence hein, sur la mobilisation plus active des instruments innovants de financement pour la biodiversité. Donc là encore, on utilise finalement Jeju l'UICN pour amplifier des axes de diplomatie environnementale. Et puis évidemment, comme l'a rappelé Jean-Yves Pirot, c'est aussi l'occasion pour la France d'aller renforcer des cohérences régionales d'action, que ce soit sur l'outre-mer, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, par exemple. L'accord cadre donc, mobilise en fait trois niveaux complémentaires hein, que j'ai déjà évoqués. Donc un niveau qui est politique hein, et qui cherche à travers la structure de l'accord cadre à encourager des dialogues entre les ministres et l'UICN, entre les diplomates et l'UICN, à préparer ensemble ou en synergie des rendez-vous internationaux, à monter des stratégies communes partagées hein, sur des sujets cruciaux comme effectivement les suites par exemple de Rio + 20, voire les négociations sur le climat également. Donc ce premier niveau est absolument crucial et je pense qu'il existe dans l'ambition partagée UICN et France depuis la création de l'UICN. Hein, c'est un fil rouge commun. Le deuxième niveau, c'est effectivement donc, un niveau d'analyse stratégique qui est porté à travers l'assistance technique, hein, où en choisissant effectivement des thèmes et des besoins techniques bien particuliers, on inscrit une dimension stratégique, par exemple, sur la connaissance à travers le soutien à l'IPBES ou sur les aires protégées à travers le travail que vous présentez, Geoffroy Moret. Et puis évidemment, vous avez une dimension tout à fait opérationnelle où, dans la tradition un petit peu de coopération française, on traite ces choses-là avec des projets, avec des choses très concrètes sur le terrain, parce que c'est à travers cette action commune hein, qu'on construit une expérience de la légitimité. Au total, donc, on vous l'a dit, les deux accords cadres 2005-2008 et 2009-2012 ont permis de mobiliser un investissement en subvention des 4 partenaires français vers l'UICN de plus de 20 millions d'euros. Donc c'est aussi une opération relativement unique dans son ampleur. Hein, on a peu d'organisations environnementales, à part finalement le FEM peut-être, hein, qui reçoivent ce montant de subvention. Et le dernier accord cadre, donc la tranche 2009-2012, représente à peu près 8 millions de subventions. La gouvernance de la biodiversité est au cœur de cet accord cadre. Une des questions politiques qui nous porte le plus, et de façon très concrète, hein, c'est effectivement comment gouverner les écosystèmes pour assurer leur durabilité et le partage équitable des bénéfices de ces écosystèmes. Donc pour faire cela, je pense que l'accord cadre est là pour renforcer des synergies hein, entre les équipes d'experts et renforcer la gouvernance internationale de la biodiversité. Pour faire cela, donc on a trois types de résultats, d'outputs hein, qu'on attend de l'accord cadre. D'abord des outputs sur des instruments et des dispositifs. Hein, donc il
s'agit de structurer, de créer des instruments innovants, importants, utiles aux échelles nationales ou régionales, des dispositifs, des instances qui permettent effectivement la conservation de la biodiversité. Structurer la politique de la gestion des ressources naturelles en Afrique, le développement plus vert, plus durable des outre-mer, des instruments de gouvernance de la haute mer en Méditerranée, l'IPBES, des méthodes d'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées, voilà quelques exemples. Le deuxième axe, deuxième production de l'accord cadre, c'est la connaissance pour la conservation. Donc reconnaissant effectivement l'UICN comme une institution qui produit de la science pour la conservation, on a voulu inscrire cet axe très fortement dans l'accord cadre, et donc c'est pour cela qu'effectivement l'accord cadre a permis la production de listes rouges, l'identification de zones clés pour la conservation de la biodiversité en Méditerranée, le principe d'un observatoire de la viande de brousse, donc créer de la connaissance opérationnelle qui sert à la décision de conservation. Et puis vous avez le troisième output, qui est en gros créer des moments de dialogue et de partenariat entre les acteurs de la conservation. Donc renforcer les capacités à réunir des plateformes, à décloisonner, à mettre en réseau des acteurs pertinents sur des dialogues stratégiques sur certains sujets, notamment effectivement la science. Rapprocher donc les groupes d'experts français au réseau UICN, créer une plateforme des acteurs de la conservation dans l'outre-mer européen qui était très éparpillée du fait de leur distance géographique notamment, et mobiliser un petit peu sur par exemple la région Afrique de l'Ouest et centrale. Par ailleurs, l'accord cadre est aussi bien évidemment en sens inverse, je dirais, une contribution directe à la mise en œuvre et au renforcement de l'UICN. Alors ceci d'abord en contribuant finalement à la mise en œuvre du programme 2009-2012 de l'UICN, un programme qui est centré sur la conservation de la biodiversité, et auquel l'accord cadre contribue en particulier à deux résultats. Le résultat sur la politique et système de gouvernance, et puis effectivement les normes et outils de connaissance. À côté de cette contribution donc, au domaine de programme principal, il y a aussi une contribution à deux programmes thématiques, celui sur la gestion des écosystèmes dans l'optique du bien-être humain. Donc là on est très illustré effectivement dans les projets de terrain. Et puis le domaine plus économique sur une économie mondiale plus verte. Tout ça se décline en 3 sous-ensembles géographiques et en 13 projets de terrain et de plaidoyer. Donc vous avez la première région, c'est l'Afrique subsaharienne, où l'accord cadre a décliné en particulier donc, toute la thématique de la biodiversité terrestre, les aires protégées et la gestion durable des ressources forestières. Vous avez une autre région, ou en tout cas entité géographique, qui sont effectivement les régions Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Outre-mer européen et la mer Méditerranée. Donc ces mers régionales qui étaient effectivement un point pour lequel à la fois l'UICN et la France voulaient vraiment approfondir les entrées biodiversité, les outils pour le faire. L'accord cadre a permis de travailler sur les questions de gestion de la biodiversité insulaire, les aires protégées marines et côtières, les espèces envahissantes, la gestion des ressources marines. Et puis au niveau mondial, je pense que la thématique générale était effectivement de concentrer l'accord cadre sur les questions de gouvernance à l'échelle mondiale. Voilà quelques idées, cadres généraux de l'accord cadre, et je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Collin du secrétariat général pour vous présenter quelques projets illustrant tout cela. Bonsoir. Merci Gilles. Avant de commencer, donc, je voudrais, première chose, excuser la directrice générale qui aurait aimé venir passer, nous dire bonjour, mais qui a été invitée par le gouverneur, comme beaucoup d'autres personnes qui
malheureusement n'a pas pu venir premièrement. La deuxième chose, c'est que je voulais excuser une personne qui est venue me voir juste à l'instant, juste avant de commencer cette session, qui est la présidente d'une fondation de la nature et de l'homme à Cuba, et qui voulait remercier au nom de la délégation des membres de l'UICN dans les Caraïbes, la France pour son soutien et la dynamique que la France a permis d'appuyer dans les Caraïbes depuis 2005. Enfin, je voudrais aussi remercier, j'en profite pour le remercier en fait toutes les personnes qui ont contribué, vous allez le voir donc, bien sûr à travers les projets, mais au-delà des projets, il y a eu d'autres contributions institutionnelles à différents niveaux, que ce soit pour la partie française comme pour la partie bien sûr de l'UICN. Et ça fait un nombre de personnes finalement bien important qui contribuent et qui ont contribué donc au développement de cet accord, à la naissance, au développement et à la réalisation sur le terrain. Alors, les projets, donc la déclinaison de la partie qu'a présentée Gilles, d'un point de vue plus pratique, se fait à travers un certain nombre de projets, 12 projets au total, comme le mentionnait Gilles, répartis donc suivant 3 entités, c'est ce qu'on disait, donc l'Afrique subsaharienne, les mers régionales incluant la Méditerranée et l'outre-mer européen bien entendu, et le mondial. Donc là vous avez la liste de ces 12 projets qui sont pour la plupart donc entre 2009 et 2012 des projets qui ont été développés dans la phase précédente 2005-2008 et qui font l'objet d'un renforcement. Je vais donc vous présenter quelques-uns de ces projets-là, pas tous, mais vous avez en fait derrière vous une documentation que vous allez pouvoir consulter et prendre avec vous, qui résume avec des fiches recto verso l'ensemble de ces projets qui présentent l'accord cadre. Donc n'hésitez pas à prendre la documentation derrière. Donc on va commencer par l'outre-mer européen. Donc pour l'outre-mer européen, comme vous le savez, en fait, la problématique, c'est la prise en compte de la biodiversité des collectivités européennes d'outre-mer dans les politiques européennes et le renforcement de la coopération régionale. Donc c'est décliné directement de la conférence de la Réunion qui a eu lieu en 2008, organisée conjointement donc, par l'UICN, le gouvernement français, la collectivité de la Réunion, de l'île de la Réunion, et financée par la Commission européenne. Et comme vous le voyez ici, je ne vais pas prendre les éléments en détail, mais je voudrais juste préciser les principaux résultats obtenus. Aujourd'hui, c'est la création d'une plateforme européenne d'échange, interacteur sur l'outre-mer européen, la création d'une plateforme électronique d'information sur l'outre-mer européen aussi, bien entendu, des publications, des analyses sur la biodiversité et le changement climatique en outre-mer, incluant les questions de gouvernance et de financement innovant. Et plus généralement, c'est la valorisation de l'importance de l'outre-mer européen dans les instances internationales depuis ces 3-4 dernières années. L'effet de levier aujourd'hui qui est en train de se produire, c'est au-delà d'un engagement et d'une mobilisation autour de la Commission européenne et de l'Union européenne des acteurs européens et bien sûr de l'outre-mer européen, ça a été la création d'une facilité financière, d'un mécanisme financier qui n'est pas tout à fait pérennisé, qui s'appelle BEST, et qui est issu directement donc, des recommandations du message de la Réunion et pour lequel Lucien a contribué ensuite à son développement et qui est en cours. Et donc à ce stade-là, c'est une des rares, voire la seule aujourd'hui, initiative financière de la Commission européenne dédiée uniquement à la biodiversité des collectivités européennes d'outre-mer. Je pense que c'est un résultat quand même assez significatif. Un autre type d'exemple, c'est la mise en place d'un observatoire de la viande de brousse dans les pays d'Afrique centrale. Donc c'est un projet qui a été réalisé cette fois-ci en collaboration avec l'organisation Trafic et dont l'objectif est de répondre en fait à la problématique de la viande de brousse en Afrique centrale.
Donc c'est essentiellement développer, mettre en place donc, en Afrique centrale un mécanisme de gouvernance de type observatoire dans un premier temps bien entendu, pour répondre au déficit de connaissances fiables et de réponses efficaces sur le phénomène de la consommation de la viande de brousse. Les pays bénéficiaires sont les pays d'Afrique centrale plus généralement. Et les principaux résultats, c'est que cette phase-là s'est orientée et consacrée en priorité, bien entendu, sur la définition d'une étude, enfin sur la réalisation d'une étude de faisabilité, qui a permis de définir les conditions d'un observatoire de la viande de brousse et le mécanisme de cet observatoire. C'est aujourd'hui la proposition qui a été réalisée par Trafic aux différents pays d'Afrique centrale est en cours de validation. Certains pays ont déjà validé l'idée de mettre en place cet observatoire. Ça a été soutenu maintenant largement par la Comifac qui souhaite l'intégrer dans son plan de travail pour permettre notamment sa création officielle. Plus largement, ça a été une phase qui a permis la sensibilisation et la formation des représentants des gouvernements, mais aussi des entreprises privées, notamment le secteur minier et exploitation forestière, à la problématique de la viande de brousse et la création d'un observatoire. Il est attendu en 2013, la mise en place de cet observatoire, après